arrivera en gare de l'île Flandre. Son terminus, la région Hauts-de-France et SNCF Voyageurs vous souhaitent une bonne journée. Le plus vieux souvenir que j'ai de venir sur l'île et en rapport avec le skate, ça date de 96. Pour venir sur un spot qui se trouve à 2 pas de la gare Lille-Flandre, le spot de la DDE. Et ça, c'était à l'occasion d'une démo du team Element. À l'époque, le photographe qui accompagnait le team pendant la tournée en France, c'était Benjamin Debert. Tout ça, on aura l'occasion d'en reparler un peu dans l'épisode suivant sur la DDE. Mais quand j'ai récupéré quelques photos et diapos dans les archives de Benjamin, je me suis aperçu que j'étais caché sur une des images. C'est marrant parce que le gamin que j'étais à ce moment-là n'aurait jamais imaginé que quelques années plus tard, il allait se retrouver à nouveau devant son objectif. Sur un spot qui se trouve à quelques dizaines de mètres, juste à côté de la DDE, au pied du bâtiment qu'on aperçoit dans le fond sur cette photo de Rhys Forbes. Et c'était cette fois pour essayer de shooter un tricks ensemble. Ce spot, c'est les boss du forum. Le forum, ça fait quand même partie intégrante, mais sauf que comme c'était pas dans la tendance, c'était pas bien vu à l'époque par l'ensemble des skateurs lillois d'aller skater le forum. Mais ça nous démangeait quand même, on y allait pour certains parce qu'on était attirés par la courbe à essayer de faire des choses sur cette œuvre d'art incroyable, unique, pas au monde, mais pour nous c'était vraiment unique. Et voilà, donc des fois, on lâchait un petit peu la partie plate de la DDE pour aller vers ce forum, mais très vite, comme il y avait des gardes, on se faisait virer, mais malgré tout, on y allait. S'il te plaît. Le forum, c'est cet édifice construit en 1974. À l'origine, c'est un truc plutôt ambitieux, et le but c'était d'en faire le centre directionnel de la métropole. C'est un bâtiment qui allait avoir pour but d'accueillir des sièges de sociétés qui cherchaient à s'établir dans le Nord, en jouant sur son emplacement, un peu central entre Londres, Paris et Bruxelles. C'est un duo d'architectes qui a signé ce bâtiment, Jean Villerval et Jean-Pierre Sec. En regardant un peu les plans, on voit que c'est des volumes organisés par blocs et que c'est un ensemble étagé sur plusieurs niveaux, avec une tour à une de ses extrémités qui domine sur 11 étages. Architecturalement, on est en plein brutalisme. Du béton brut de décoffrage, c'est massif et c'est radical, c'est typique des années 70. Ce bâtiment représente aussi ce moment dans l'histoire où l'architecture et la sculpture se confondent un peu. Le sol et les murs deviennent parfois des éléments de sculpture et éventuellement, avec cette vision du skate qui révèle concrètement et met en action cette idée de mouvement, ça devient un spot. À la fin des années 60, il y a une grande vague de transformation urbaine dans tout le quartier de Saint-Sauveur. Et c'est une partie de l'ancien tissu urbain qui est rasé pour laisser place à une vision plus moderne. C'est à ce moment-là que tout est rasé sur cette parcelle entre la cité administrative et le beffroi, et c'est à cet endroit que le forum sort de terre. À la base, le projet devait être beaucoup plus grand. Ça devait être un ensemble avec des bureaux, des surfaces commerciales, un hôtel de 200 chambres et même une tour d'habitation de 32 étages, qui, si elle avait été construite, serait sûrement encore la plus haute de l'île aujourd'hui.
Mais finalement, c'est seulement une petite partie du projet qui a vu le jour, avec le reste de la parcelle qui, pour un temps, a servi de parking. Mais au final, c'est pas plus mal pour nous que comparé au projet initial, il n'y a eu que cette partie de finalisée, parce que si l'ensemble du projet avait été construit sur le reste de la parcelle, on n'aurait jamais eu la chance de skater le spot de la DDE. Sur internet, il y a très peu d'infos. Quelques trucs sur les architectes, mais vraiment pas grand-chose concernant l'édifice. Mais j'étais plutôt déterminé à en apprendre plus au sujet de ce bâtiment, et surtout au sujet des bosses qui se trouvent en bas. Je me doutais que c'était l'œuvre d'un artiste, parce que j'avais déjà un peu exploré ce truc autour des collaborations entre architectes et artistes des années 70, et ce principe des 1%. Le 1%, c'est ce principe en France qui est instauré en 1951, et en gros, quand l'État construit un bâtiment public, il y a 1% du budget qui doit financer une œuvre d'art intégrée au projet. Au départ, ça concerne surtout les écoles, mais un peu plus tard, c'est étendu à toutes les commandes publiques. Et le résultat, c'est plein d'aménagements plastiques de l'espace qui fleurissent un peu partout, des bas-reliefs intégrés aux façades, des aménagements paysagers ou des sculptures, et qui sont directement intégrés à l'architecture, ou comme ici, pensés comme une extension du bâtiment. J'ai passé beaucoup de temps à rechercher des infos sur tout ça, et je suis tombé sur un article de l'excellent blog Architecture de cartes postales, où sur une photo, il était mentionné le travail des hallomes. Et là, ça m'a parlé parce que les hallomes, je m'y étais déjà un peu intéressé, il y a quelques années, et je savais qu'ils étaient à l'origine d'un des spots en briques les plus connus de France, le spot de Créteil. En fait, en 2021, quand il y a eu des travaux et qu'une partie du spot a été détruite pour être remplacée par des jeux d'enfants, je m'étais un peu renseigné sur son histoire. D'ailleurs, heureusement, ils ont gardé une grosse partie du spot. Ça a peut-être justement à voir avec le fait que c'est une œuvre artistique. Tout cet ensemble à Créteil, ça date de 1972, et c'est signé par les architectes Michel Andro et Pierre Para. C'est un duo d'architectes plutôt connus, et d'ailleurs ils sont à l'origine d'un autre spot qui a marqué l'histoire du skate français. Mais restons concentrés sur Créteil. Pour ce projet de 1972, les deux architectes ont décidé de collaborer avec le couple de sculpteurs Bernard et Yvette Allôme. Et le résultat, c'est cette œuvre en briques au pied des 6 tours, et qui s'intègre au projet architectural pour animer un peu l'espace de la place Giraudoux. L'envie de faire des recherches s'est imposée, pour essayer d'en savoir un peu plus sur tout ça et éventuellement trouver un lien avec le spot de Lille. Mais dans un premier temps, j'ai exploré toutes les collaborations entre Para, Andro et les Allôme. Et en me plongeant dans tout ça, j'ai découvert d'autres projets hyper intéressants qu'ils avaient fait ensemble. Il y en a beaucoup, mais quelques-uns en particulier qui, en tant que skateur, attirent l'attention. Comme ce projet à Épernay dans le quartier Bernon, ou ce spot à Orléans, qui est le siège de la caisse régionale du Crédit Agricole, avec carrément un coin de Pirat devant le bâtiment, et à l'intérieur toute une partie sur différents niveaux et habillée de ses courbes tout autour. Le spot avait l'air fou, mais en 2018, c'est honteux, mais ils ont décidé de tout raser pour remplacer juste par leur logo, et malheureusement, depuis l'année dernière, la décision a été prise de raser complètement tout le bâtiment. Comme on va le voir, c'est pas la seule œuvre réalisée par les sculpteurs à avoir changé avec le temps, ou carrément disparu. Cette immersion s'est poursuivie et m'a conduit vers un autre lieu que je connaissais déjà un peu, à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris, à Évry-Courcouronnes. Une espèce d'utopie architecturale, dans le quartier des Pyramides. À l'époque, ce type de projet se développe en rupture avec la logique des grands ensembles d'après-guerre, qui était marqué par une volonté de construire vite et beaucoup. Ici, l'ambition change. Il s'agit plus seulement de loger, mais de proposer une véritable expérience urbaine. Les villes nouvelles portaient l'idée d'inventer une autre manière d'habiter, avec la conviction que l'architecture pouvait transformer la société. On construit plus seulement des immeubles, mais un cadre de vie. Et dans cette perspective, il y a une place plus importante qui est accordée à l'expérimentation, à l'art et aux sculptures. Ça relève plus uniquement du décoratif, mais ça ouvre sur des possibilités de relation à l'espace, de pratique et d'appropriation. Les propositions d'Andro et Para s'inscrivent clairement dans cette dynamique.
et apparaissent alors comme assez innovantes. On y retrouve les fameux jardins-gradins, qu'ils avaient déjà développés dans d'autres projets auparavant, comme à Créteil d'ailleurs, à côté des Tours. Ce concept qu'on appelle jardin-gradin fait en sorte que chaque maison ou appartement selon les projets possède sa propre terrasse. Et certaines de ces terrasses, à partir desquelles on peut apercevoir une autre de leur collaboration assez emblématique, qui allait s'appeler l'Allée du Dragon. On essayait de proposer, tout modestement, si vous voulez, de réfléchir à une autre manière de vivre. Dans le fond, au lieu de faire ces volumes parallélépipédiques qu'on retrouve dans les grands ensembles, on essayait de faire une autre proposition. Et cette proposition, essentiellement, elle était volumétrique, de rompre ces grands volumes parallélépipédiques. Mais c'était une bagarre constante. Mais on croyait à ça. Il y avait une raison. Bon, donc, pour un prix un peu supérieur peut-être, et là on doit rendre hommage au maître d'ouvrage qui a accepté ça. En effet, on a invité d'une part la boîte à glace, et on a donné, ce que disait Andro, un espace extérieur très apprécié, parce que là on a des renseignements précis sur ce point qui nous intéressait, des habitants eux-mêmes, des utilisateurs, et c'est quand même très positif dans son ensemble. Je crois qu'il faut être formel. Je suis persuadé que l'architecte se doit d'être formel, mais avec suffisamment de souplesse et de qualité, si vous voulez, pour que les gens reprennent après lui l'espace qui leur appartient réellement, parce que nous, on n'y vit pas, il faut bien le dire. Et ce qu'on aime, nous, ce qui fait que l'architecture devient vivante, c'est que les gens s'approprient cet espace. Pour nous, c'était pas une rue, c'était un espace piéton, un espace particulier, puisque la rue évoque une idée d'alignement, une idée de mélange de parcours mixtes où les voitures ont accès et les piétons ont accès aussi, de trottoirs. On a voulu un espace particulier qui était engendré au milieu des bâtiments. Et on a, dès le départ, essayé de travailler avec des sculpteurs, les Halômes en l'occurrence, qui nous ont aidés à modeler ces espaces-là. On a voulu les traiter en espaces particuliers qui sont à moitié plantés, des jeux de gosses, des circulations, vous voyez qu'on a voulu tortueuses, pas rectilignes. Et je crois que les gens transitent à travers ces espaces de manière assez agréable et assez différente d'une rue traditionnelle. C'est pour ça que le terme rue, on l'accepte difficilement devant cet exemple-là. Bon, tout ce quartier des Pyramides aujourd'hui a une assez mauvaise image, et il faut pas nier toutes les problématiques qui sont apparues avec le temps. Les causes sont multiples et complexes. Mais c'est pas tant le sujet ici. Même si le fait que cette utopie des années 70 soit devenue une zone sensible des années 90-2000 a aussi eu un impact sur les œuvres des Halômes. À l'époque, on pense expérience, mais avec le temps, on est passé d'une vision plastique à une vision de contrôle et d'interdiction. Le projet d'origine a subi ces changements de vision, où les reliefs sont devenus des risques, les bosses sont devenues dangereuses, on rase et on aplanit. Et du coup, il y a toute une partie de l'allée du Dragon qui n'a pas survécu à une requalification des espaces. Toute cette partie sinueuse qu'on trouvait au pied des bâtiments qui a été démolie. C'est une vision sécuritaire plutôt qu'artistique qui s'est imposée avec le temps. Tout a été aplani et toute cette allée où il y avait des bosses et des courbes partout a été rasée. Perso, je préfère largement cette vibe des années 70 avec des enfants qui jouent partout, plutôt que celle de 2026 où tout est interdit. Bon, en même temps, il n'y a pas de skate sur le panneau. Mais heureusement, les sculptures majeures ont été préservées. Et même si le corps du dragon a disparu, sa tête, elle, semble encore garder un œil ouvert pour veiller un peu sur le quartier. Il y a également une autre de leurs réalisations qui a survécu aux différentes phases de travaux.
dans une autre partie du quartier des Pyramides. Une œuvre qui est devenue un élément du quotidien depuis les années 70 et qui se dresse encore fièrement comme un totem, témoin de l'évolution du quartier. Au fil des pages, le projet suivant nous ramène un peu plus près de Paris, à Maisons-Alfort, dans le quartier des Juliottes. J'étais reparti dans mes explorations dans les archives d'architecture de Paris et j'y ai trouvé des trucs hyper intéressants. Des grands carnets de recherche et d'études focus sur ce projet du quartier des Juliottes. Des carnets remplis de dessins, faits par Para, Andro et Léa Lhomme. Plein de plans du quartier, des essais, des esquisses, des croquis, des dessins, dont d'ailleurs beaucoup montrent que quoi qu'il se soit passé sur le choix final du projet, c'était voué à être un spot de skate ce truc. Moi perso, je vois rien d'autre qu'un half-pipe là. Mais le projet qui a été choisi au final est un peu différent, et il allait prendre place dans ce quartier construit en 1974. À la base, ce quartier des Juliottes, il est composé en plusieurs parties. Des petites tours à usage de bureaux, un ensemble de logements individuels où on retrouve encore les typiques jardins-gradins qui sont construits au-dessus d'un centre commercial, et un autre ensemble de logements dans la continuité avec les bâtiments de part et d'autre de la cour des Juliottes. Sur une terrasse qui est normalement plus accessible de nos jours, on retrouve un peu la vibe de l'époque, avec ses petites bosses en briques. Mais au pied du bâtiment, dans l'allée principale, par contre, la vibe n'est plus du tout la même. Tout a été remplacé par des jardinières. Bon, c'est assez agréable, mais ce qui s'y trouvait à l'époque, c'était dingue. Le spot devait être fou à skater, avec ce mix de bosses et de courbes partout. C'est un peu devenu mythique à Paris. Et on peut retrouver quelques archives skate pour nous montrer un peu à quoi ça ressemblait à la fin des années 80. Oh yeah, this is me and Klaus in Paris. Hey, we had a good time there. Skating around, checking out the people, the sights. We went to the Bricks in Paris. Brick Bank's pretty cool, but a little bit rough. It is 10 degrees, divide a circle square. Pencil out each portion, let a ruler keep it fair. Dedicate all history into this abstract here. Then throw away the paper, trade the circle for a sphere. Grâce à cette session avec Klaus Grabke et Jeff Hedges dans la Santa Cruz, ça donne une meilleure idée de comment c'était en 89. Et on peut trouver aussi quelques autres archives photos qui ont immortalisé le spot, à l'occasion du passage d'une poignée d'Américains pendant une tournée en Europe en 87. Nothing was planned. It's like, let's just go to Europe, let's stay there, and let's tour around, and let's just go skate everywhere, take photos. The kids were like freaking out when we just show up in their town, like unannounced, and all these top pros were there. Mark Gonzalez, Gator, myself, and Roscop, and Hosoi, and Caballero, I believe, was the group. And we were supposed to go tour Europe, mofo style, make sure we go to Normandy on D-Day. And it all broke up because Gator and Hosoi wanted to go see Prince play in Rome. And he's like, we're leaving. Donc on retrouve quand même quelques archives, mais je pense que ce sont surtout ces photos de Mark Gonzalez prises par Grande-Bretagne qui restent dans les esprits. D'ailleurs, ils sont passés par là 2 fois à la fin des années 80. Et ça donne ces 2 sessions photos, en couleur et en noir et blanc. Plusieurs fois, je suis allé par là-bas pour essayer d'imaginer comment ça devait être à l'époque en 74, où étaient les courbes, etc. Et c'est marrant, à un moment, j'ai été interpellé par un habitant qui voulait savoir un peu ce que je faisais là à prendre des photos, et qui finalement a répondu à toutes mes questions. Du coup, en discutant avec lui, il m'a indiqué qu'il vivait là depuis le premier jour en 74, et qui se rappelle très bien de comment c'était à l'époque, avec des enfants qui jouaient partout sur les bosses, même de ses filles qui faisaient du roller là-bas, et que tout cet espace au pied des immeubles était souvent très animé. Je lui ai demandé s'il se rappelait des sessions de skate, mais il n'avait pas vraiment de souvenir de ça, mais que de toute façon, il se passait plein de choses à l'époque et que ça devait pas forcément poser de problème. À en croire cette publication de Grande-Bretagne avec une photo prise pendant la même session, et à lire le commentaire, apparemment, comme sur beaucoup d'autres spots, la cohabitation avec les habitants n'avait pas l'air si simple.
Forcément, je lui ai demandé ce qui s'était passé pour que tout disparaisse. Et apparemment, à l'époque, cet espace au pied des bâtiments était géré par la copropriété. Mais au début des années 90, c'est la ville qui a repris la gestion des espaces publics. D'après lui, c'est parce qu'avec la construction d'autres immeubles autour et le quartier qui grandissait, ce passage-là entre les bâtiments était devenu un axe hyper fréquenté pour accéder au métro. Et que c'est à ce moment-là, en 92, que tout a été démoli pour prendre la forme qu'on connaît encore aujourd'hui. J'ai vraiment kiffé toutes ces explorations autour de ces collaborations et des œuvres du couple Allôme. Mais ça m'avançait pas énormément dans ma recherche autour du spot du forum. Et puis je me suis rappelé d'un détail que j'avais complètement zappé. En 2022, quand on bossait sur un projet vidéo pour Zero Police, on avait skaté ce spot qui se trouve à Port-Royal à Paris. Et je me suis souvenu qu'après la session, il y a un détail qui m'avait frappé. À côté du spot, sur les murs du bâtiment, il y a tout un pattern qui ressemble énormément à celui du forum. Un bas-relief qui s'étend tout autour au pied du bâtiment. Et clairement, même si on passe de quelque chose de massif à quelque chose de beaucoup plus plat, comme moi, tous ceux qui sont passés par le forum vont y reconnaître les briquettes, les formes et les courbes. Et donc, en me renseignant sur ce bâtiment, qui est la bibliothèque du Port-Royal, et en découvrant que l'architecte à son origine était Jean Villerval, donc l'un des 2 créateurs du Forum de Lille, c'était clair qu'il fallait que je pousse dans cette direction. Mais à ce moment-là, improbable. Au même moment, je suis tombé sur une carte postale avec en photo le même style de bas-relief, mais mentionné cette fois en lien avec l'art du métro lillois. C'est un bas-relief qui a été créé en 83, à l'ouverture de la station Lille-Gare, qui est appelée Lille-Flandre maintenant, et qui est encore visible aujourd'hui, malgré quelques rénovations de la station qui ont eu lieu depuis. Derrière la carte postale, l'œuvre était créditée au nom de Deldic. Mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'était mal crédité, et que ce Deldic, c'est l'architecte de la station. Mais malgré tout, c'était parfait. Ça m'a enfin permis de trouver l'artiste qui avait collaboré avec cet architecte pour le bas-relief qui est à Lille-Flandre, et donc en même temps de trouver le créateur des boss du forum. Déjà, merci de m'accueillir. J'ai pris avec moi la carte postale dont je vous parlais, celle qui est créditée à Deldic. Ah oui, vous êtes parti de Deldic pour me trouver. Bah ouais, parce que j'ai passé beaucoup de temps à chercher des infos en rapport avec Jean Villerval, mais j'ai rien trouvé. Finalement, j'ai trouvé comme ça grâce au bas-relief qui est à Lille-Flandre. Oui, il travaillait avec beaucoup d'architectes. Hein. Ouais, j'ai découvert d'autres sculptures que vous aviez faites et que je connaissais pas. Et j'ai pu aller faire un tour pour voir cette fontaine qui date de 1980. Depuis, elle ne fonctionne plus, peut-être pour le plus grand bonheur de certains enfants, et peut-être aussi pour le mien, parce que j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de la skater. Mais je voudrais qu'on parle principalement de ce que vous avez fait avec Jean Villerval du coup, et peut-être d'abord ce que vous avez fait à la caserne Masséna. Oui, il appelle ça la baleine. Ouais, j'ai découvert ça quand j'ai eu l'autorisation d'y aller, les pompiers appellent ça le patio des baleines. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ce projet qui est dans la caserne ? Villerval m'a dit c'est une piscine, ils avaient fait une piscine, et il a dit les pompiers ils ont une autre piscine, c'est pas la peine de... Et celle-là, il faut faire quelque chose avec ça. Et j'ai commencé à faire l'allée à l'extérieur. En dehors du bassin. Et puis je suis arrivé à faire l'affaire avec des bosses pour animer un peu l'espace. Hein. Et ça, ces bosses-là, à la caserne Masséna, c'est en 71. Donc c'est un peu plus tôt que ce que vous avez fait au forum en 74. Vous vous rappelez l'origine du projet à Lille ? Au départ, c'était les architectes qui ont fait une grande réserve d'eau en cas d'incendie. Ils m'ont dit, c'est pas très beau, c'est en béton, etc. Il faut l'habiller.
Alors là, j'ai fait commencer à faire des formes. Et je suis allé au-dessus, etc. Et après, ils m'ont dit, oh, c'est formidable, il faut continuer. J'ai fait toute la place avec des petits monticules. Parce que je laissais ouvert à l'intérieur. Et ils plantaient des arbres dedans. Ah ouais, du coup, il y avait les 2 grosses bosses où c'était des réserves d'eau et toutes les plus petites où, ouais, c'était des arbres. Oui, ils voulaient lier la nature à l'art. C'était aussi une idée de l'époque, un peu. Ouais. Ah, et après, du coup, vous avez joué avec tout ça pour faire toute la place. J'ai surtout joué avec les joints pour arriver à faire des formes rondes. Parce qu'avec la brique, c'est raide. Hein, et là, j'ai écarté les joints qui ont la forme. Et ouais, je sais pas quelle taille ça fait exactement, mais l'endroit est assez grand quand même. Ça devait être du boulot pour remplir tout ça brique par brique et faire ces grosses bosses. C'était l'histoire du polystyrène expansé. Hein. J'ai commencé à faire des formes en polystyrène expansé. Et après, j'ai recouvert de béton armé. Et là-dessus, c'était du solide. Et j'ai fait la briquette. Ah, donc en dessous? En dessous, c'est du polystyrène expansé. Ah ouais. Ouais. Il reste toujours là. Ouais, après autant d'années, ça avait pas bougé. Hein. Peut-être quelques briques à droite à gauche, mais le spot était nickel. Hein. Et comme je vous l'avais dit au téléphone, cet endroit en briquette, c'était mon spot préféré à Lille. Oui, c'est vrai que le nord, c'est la brique. Bah ouais, c'est vrai. Tout pour en faire un spot emblématique. Hein. Et justement, j'ai pris avec moi quelques-unes des photos de skate dont je vous parlais et qui sont parues dans les magazines. En voyant ça, ça vous plaît qu'on ait fait du skate dessus? Ah ben, ça me plaît, oui, pourquoi pas. Je dis, je suis pas fermé, je suis pas... Ouais. Il y a une œuvre publique, alors... Ouais, voilà, bah ça me fait penser que j'ai noté cette phrase qui était dans une de vos interviews, qu'il y avait une volonté d'inscrire de façon durable le geste artistique au sein de la cité. Ouais, tout à fait, oui. Mais moi, j'ai travaillé pour le public, pour que tout le monde en profite, et non pas pour les collectionneurs qui... Ouais. Bah nous, en tout cas, on en a bien profité, ouais. Et vous saviez qu'au milieu des années 2000, ils avaient installé des anti-skates, des espèces de petites barres en métal à certains endroits sur certaines bosses. Mais moi, je suis pas au courant de ça, j'ai pas été voir. Je sais qu'ils ont voulu protéger en faisant des barrières comme ça, un peu dans plusieurs structures, moi, ouais. Mais vous pensez pas que ça dénature votre œuvre d'une certaine manière? Ah non, mais moi, je supporte pas des choses comme ça, mais enfin, c'est pour la sécurité, je veux dire. Bon, ben en tout cas, ouais, maintenant ça a plus trop d'importance. Hein. Désolé de vous avoir appris qu'ils avaient tout détruit. Ouais, d'ailleurs, c'est le premier truc qu'ils ont détruit en bas du bâtiment. Je vous ai ramené une photo là pour vous montrer. Maintenant, il n'y a plus rien, ouais. Ah oui, ils ont tout cassé, les cons. Et qu'est-ce que ça vous fait? Oh ben, je trouve ça scandaleux de ne pas m'avoir averti, etc. Ben, on a détruit la fontaine de Montreuil. Eh ben, on m'a averti. Ah bon? Ouais, il y a beaucoup d'endroits de cette époque qui ont soit changé, soit été complètement détruits, ouais, où tout a disparu. Et je me doute que plusieurs de vos œuvres ont disparu depuis le temps aussi, ouais. Alors, on détruit toutes les œuvres d'art. Ouais. Combien de fontaines ont été détruites comme ça? Et les artistes, ils savaient même pas qu'ils avaient... Bah ouais, encore un exemple où même vous étiez pas au courant de la destruction de cette œuvre. Est-ce que c'est pour ça que vous m'avez demandé de ramener des photos quand on s'est parlé au téléphone? Ben, j'ai demandé les photos pour voir, pour les donner à mon avocat, qui a attaqué là-dessus. Il a téléphoné au responsable de cette destruction. C'est comme ça qu'il a découvert. Au début, c'était une femme très, très gentille, il m'avait dit. Elle comprend très bien. Et elle avait dit au début que c'était indéfendable. Ça faisait partie de l'immeuble, etc. Et tout était ensemble, c'était un combiné. Et maintenant, l'avocat, il a envoyé une lettre en disant que c'était faux, qu'il m'avait défendu pour des tas de projets. Et puis là, il m'a dit qu'elle avait répondu quand même, et puis il avait discuté pour savoir si j'avais pour avoir des revendications là-dessus.
il lui a proposé un prix et il attend maintenant sa réponse. Il dit, c'est pas la peine de faire un procès parce que ça coûterait trop cher pour faire un procès. Et puis c'est pas sûr de gagner. Mais là, il va s'arranger à l'amiable. J'espère que ça va marcher, je sais pas. Bah j'espère aussi, ça serait la moindre des choses que vous soyez dédommagé par rapport à la destruction de cette œuvre. En tout cas, ouais, je suis très content de vous avoir rencontré, d'avoir réussi à partager tout ça. Et je vous remercie énormément. Mais non, mais c'est moi qui te remercie, c'est très sympa. Donc voilà, en 2021, tout a été rasé pour laisser place à ce qu'ils appellent le nouveau forum. Et c'est une petite partie de l'histoire qui s'efface. C'est pas juste un bâtiment et un spot qui disparaissent, mais d'après moi, une certaine vision, celle des années 70, du brutalisme et certaines des idées que représente toute cette époque. En tout cas, pour moi, cet endroit était important. Après tout, même Jean-Paul Belmondo était venu y faire des cascades. Je les ai vus, ils ont voulu vous tuer. Je les ai vus, je suis prêt à témoigner. Ça va, ça va. Quand j'ai commencé à penser à ce projet et à cet épisode sur le forum, honnêtement, j'aurais jamais imaginé rencontrer cet artiste qui est à l'origine du spot. En y repensant, c'est plutôt logique, parce qu'au fond, un forum, que ce soit dans sa définition latine, c'est-à-dire un lieu de rencontre au cœur de la ville, ou aujourd'hui avec des plateformes en ligne, ça reste un espace fait pour rencontrer des gens et pour échanger. Donc rencontrer cet artiste à travers ce projet sur ce bâtiment, ça devait être écrit, et je suis hyper reconnaissant d'avoir eu cette chance. Il y a un lien qui s'est créé, et j'ai eu l'occasion de le recroiser plusieurs fois, et de passer des moments dans son atelier pour parler de son travail et de sa pratique de la sculpture. Ces quelques moments ont été hyper enrichissants. Dans les œuvres artistiques que je développe depuis, ça m'intéresse toujours de trouver des liens entre les gens, les projets ou les endroits. Et là, après cette rencontre avec Philippe Scrive, et en continuant à faire des recherches autour du forum, j'ai trouvé des liens assez improbables. En fait, que les deux architectes qui sont à l'origine du bâtiment sont également à l'origine d'autres spots de l'île. Jean-Pierre Sec, par exemple, qui est l'architecte ayant conçu un autre spot majeur de l'île, le spot de la Sécu. La Sécu, c'est construit en 1986 et ça se trouve dans le quartier d'Oisem. Le bâtiment, il s'inscrit dans quelque chose de plus sobre et rationnel pour coller avec l'image institutionnelle qui est cherchée pour un organisme public. L'implantation du bâtiment est un peu en recul par rapport à la rue pour que s'installe ce parvis, qui d'ailleurs depuis 2010 ne ressemble plus à rien. Mais qui à l'époque était un des meilleurs spots de skate à Lille, avec un flat juste parfait, des curbs plutôt cool à skater, et surtout des ledges qui étaient un peu moins skatés et qui étaient plutôt la partie du spot pour faire des photos. La rumeur veut même que ce soit cette photo de Julien Bachelier prise par Benjamin Debert et parue dans Sugar à l'époque, qui était un élément déclencheur pour l'ouverture de Zero Police un peu plus tard en 98. Et c'est sur ce parvis, qui était le point de rendez-vous de pas mal de week-ends,
que beaucoup de sessions se sont organisées avec le crew de l'époque. Alors salut, on est à la sécu. C'est vachement cool. Alors le mien, tu l'as vu? Tu l'as filmé le mien ou non? Ouais, je l'ai vu. Non, la sécu c'est bien, on a budget. La sécu c'est bien, ouais. Je peux pas voir... D'autres liens improbables sont apparus. Cette fois en lien avec l'architecte dont on a déjà un peu parlé, Jean Villerval, qui est à l'origine de cette tour qui se trouve à la limite entre Tourcoing et Roubaix, la tour Mercure. Cette tour de 15 étages sur 50 mètres de haut, elle est inaugurée en 1977 et elle est destinée à être un centre d'affaires avec principalement des espaces de bureaux. On voit encore ce jeu entre le bâtiment qui est cette fois en verre et les briques rouges en bas. Mais surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est les bassins qu'on trouve devant l'entrée sur l'esplanade. Just to get a girl, that's how it all got started. Propulsive in the area of lies, cause one being's to be adored by all. Yo Peps, tu te rappelles cette session sur la courbe en briquette? Ouais, je me rappelle hyper bien, c'était carrément dingue. On avait dû passer la sécurité. Et pour skater le spot, on avait dû appeler un cabinet d'avocats à Paris qui nous avait donné l'autorisation avec des copies de pièces d'identité. Et à la fin, au bout d'1 heure de négo, on a eu le droit de skater la courbe genre 20 minutes sous la surveillance d'un garde armé. On avait fait une photo, une séquence, plus 2-3 autres trucs aussi, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'était ouf. Moi, je me rappelle surtout que c'était un peu dégueulasse, qu'il a fallu quand même nettoyer un bon moment avant de pouvoir skater, avec le mec qui nous mettait la pression derrière pour qu'on se dépêche. Il comprenait pas trop ce qu'on voulait faire en fait. Mais on avait réussi quand même à faire un truc, ouais. Et ça a l'air moins galère là maintenant, parce qu'il y a eu quelques sessions et il y a pas mal d'images qui sont sorties. So you're famous in no time. But whoops, here comes a crazy from the other side of town. He heard you had a name, now he's been asking around. He figured that he'd get some clout and take you out. He got the clout, a one-punch knockout, so still I sit
Jean Villerval est également à l'origine d'un autre spot en plein centre-ville, qui depuis 2017, après quelques travaux, est devenu un hôtel, mais qui avant ça a été le consulat général de Pologne. C'est un bâtiment plutôt massif qui a été construit en 1962, mais qui pour nous était principalement cette toute petite partie inclinée à l'entrée, et qu'on appelait juste l'ambassade. I avoid the fable, shiftless shenanigans and acting type unstable. And my label keeps me flowing faster. Hear the truth spoken from the sanctified master. Preachers, reverends, ministers, pastors. Small-time con men make big-time disasters. And I, boy, I'm tired of your lying. Me, yo, my, yo, and still you keep on trying. There's nothing to accomplish, so I'm asking you to quit since life's legit when puzzle pieces fit. So sit in peace, I'm real uptight with rhymes that's written more to write. It's alright, you excite when I'm okay. I navigate my way through the games you choose to play. So what I'm really saying or what I mean to say is let the rivers run deep and watch your job talk away. Stop job. On l'aura compris, pour moi les spots en briques sont souvent les plus intéressants, parce que c'est généralement des spots plutôt différents, un peu créatifs. Ça peut partir dans tous les sens, mais ça en fait des spots uniques. Que ce soit des bosses ou des plans inclinés, c'est souvent assez drôle à skater. C'est pas toujours les spots les plus simples, mais il y a vraiment un truc qui se passe avec ce revêtement-là. Et même juste le feeling de rouler sur un sol en briquette, c'est toujours assez particulier, le son que ça produit, etc. Et en parlant de ce feeling-là, justement, il y a un spot qui se trouve dans la périphérie lilloise qu'on est obligé de mentionner maintenant. Le spot de Bourdin. Crazy fucking shit. Je pense qu'en évoquant un sol en briquette, il y a un truc qui vient directement en tête pour pas mal de skateurs. C'est celui qu'on trouve sur un spot mondialement connu à San Francisco, le spot de l'Embarcadero. Sur la première VHS qu'on a chopée avec mon frère en 93, qui était une cassette copiée avec plusieurs vidéos dessus, il y avait 2 vidéos où on retrouve un tas de footage filmé à l'IMB. La blind Tim et Henry Pack of Lies, dont on vient de voir quelques images, mais surtout il y avait la Love Child. Cette vidéo et ce spot ont eu un grand impact sur toute une génération de skateurs. Et moi ce qui m'a le plus marqué aussi à l'époque, c'est cette part de Javante, qui était l'une des figures emblématiques de l'IMB. Et d'ailleurs, le morceau de Stevie Wonder a sûrement beaucoup à voir avec ça. Du coup, je peux pas m'empêcher de caler ça là, parce que j'ai souvent eu ce son en tête en skatant le spot de Bourdin. Et on sait jamais, peut-être que mes petits Lillois l'auront aussi en tête la prochaine fois qu'ils iront skater là-bas. Trying your best to
can tell you've been hurt by that look on your face, girl. Some guy brought Satan to your happy world. You need love, but you're afraid that if you give in, someone else will come along and suck you to your game. One bad apple don't spoil the whole bunch, girl. Oh, give it one more try before you give up on love. One bad apple don't spoil the whole bunch, girl. Oh, I don't care what they say, I don't care what you heard. Oh, beautiful, our heroes proved in liberating strife. Who more than self their country loved, and mercy more than life. America, America, make God thy gold refined, till all success be nobleness, and ever again divine. And you know, when I was in school, we used to sing it something like this. Listen here. Oh, beautiful, far spacious skies, far amber waves of grain, far purple mountain majesties, over the fruited plain. But now wait a minute, I'm talking about America, sweet America. You know, God done shed his grace on thee. He crowned our good. Yes, he did. Heavy brotherhood from sea to shining sea. Oh, Lord. Oh, Lord. I thank you, Lord. What up? Snip, Lil, 5'9". 5'9",
Lille. Oh fuck! Oh fuck! Ah! Bonhomme, il est là. Putain, je suis dingue, je devais la vendre 30 € à un kid. Ça, c'est les soirées Redfish, hein. Oh, je suis ouf. Ah putain.